Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour une nouvelle vidéo sur un sujet encore lié au Commander multijoueur pour une fois. Alors justement, quel sujet? Je vous parle de niveau de deck, de power level de deck. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, en Commander multijoueur, parfois tous les joueurs n'ont pas le même niveau de deck. Et c'est important de pouvoir communiquer en fait sur le niveau du deck de chacun pour être capable de faire des parties où tout le monde a un niveau qui est à peu près égal et tout le monde peut s'amuser en fait. Donc ça c'est vraiment l'outil que je vais vous parler, dont je vais vous parler là aujourd'hui, c'est vraiment pas pour commencer à jouer à qui est la plus grosse. C'est un outil qui va vous servir en fait à mieux communiquer dans votre groupe de jeu pour essayer d'avoir la meilleure expérience de jeu possible. L'idée en fait, pourquoi est-ce que je fais ça, c'est parce que déjà ça va me permettre d'introduire en fait le sujet pour un certain nombre d'autres vidéos, et parce que c'est un sujet qui revient souvent en fait dans un certain nombre de groupes de jeu, et où j'ai personnellement eu un problème en fait récemment, où je me suis renseigné pour une ligue de Commander multijoueur, et je suis arrivé et je dis ok, par contre je prends quel niveau de deck, et ça les a fait rire en fait au début, ils étaient là genre prends ton meilleur, t'en fais pas, de toute façon. En fait, ils ont cru que je les prenais pour des tanches. Ou je ne sais, je sais pas quoi. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à poser la question, ça les a fait rire. Ils m'ont pas trop pris au sérieux. Et puis, en fait, je suis venu et avec ma collection de cartes et ma connaissance du format depuis quelques années, j'avais monté du coup un deck avec lesquels je les ai tués tour 3. Plusieurs fois. Du coup, là, on a pu commencer à communiquer. C'est ça que t'appelles ton meilleur deck. Bon, du coup, en effet, c'est pas exactement ça qu'on recherchait. Et on a pu discuter ensemble suite à ça, en fait. Et du coup, eux, ils ont justement un petit peu plus un groupe de jeu qui est entre recentré et optimisé. Et on va justement voir tout de suite qu'est-ce que ça signifie. Alors, j'ai réparti les decks, du coup, un petit peu sur une échelle de 1 à 10. Sur lesquels j'ai du coup mis des petits noms qui valent ce qu'ils valent, qui sont un peu inspirés de quand la chaîne Command Zone a fait la même chose pour le public anglais, ou en tout cas anglophone, qui vont du coup de... Alors désolé, mais 1 ou 2 c'est un peu bout, parce que c'est le niveau en fait qui est en dessous de préconstruit. C'est-à-dire que la plupart des préconstruits de Commander sont entre casual et recentré, sont entre 3 et 5 de niveau. Et c'est possible de faire des jeux plus faibles, et ça peut même être super fun, mais du coup c'est vraiment des jeux qui sont pas du tout compétitifs. Donc un jeu en fait bout, c'est un jeu qui est moins bon qu'un préconstruit. Un casu, c'est souvent le niveau des préconstruits. Recentré, c'est souvent ce qui se passe quand vous optimisez un petit peu un préconstruit, que vous vous dites ok, dans le préconstruit souvent il y avait plusieurs thèmes différents. Et là, on va se reconcentrer, on va dire ok, mon thème c'est ça, ce que je veux réussir à faire pour mon jeu c'est ça. Et je me recentre un petit peu plus sur le thème avec des cartes qui vont mieux en accord avec ça, avec peut-être une courbe de mana qui est un petit peu plus centrée vers ça, etc. Et du coup, le deck gagne un petit peu en efficacité. Optimiser, c'est le moment où non seulement vous êtes recentré, mais en plus vous commencez à essayer de rechercher les meilleures cartes. Vous commencez à mettre vos fetch, éventuellement vos Shockland Ravnica, peut-être des Biland. Vous commencez à mettre vos meilleures cartes en fait dans le deck, et du coup c'est vrai qu'il devient de plus en plus costaud quoi. Il prend en puissance. Et compétitif, là les DH compétitifs c'est vraiment un autre monde. C'est justement le deck que j'avais pris sur une échelle de 1 à 10, il était à 10 justement. Et c'est pour ça qu'il était aussi violent, c'est-à-dire qu'il est fait pour tuer régulièrement au tour 3. Ça veut dire qu'au tour 2, il est prêt à faire des guerres de contre-sorts, etc. Il est conçu pour. Donc c'est ça qui le rend en fait très, très, très violent dans le format, et qui fait que souvent les jeux compétitifs jouent entre eux. En fait, t'as un deck compétitif, dans ce cas-là, je peux sortir le mien, on va tous se retrouver avec une table compétitive et on va s'amuser. T'as pas un jeu compétitif, je pose mon deck, je le mets autre part, et je vais faire autre chose. Je vais prendre un autre deck, y a pas de souci. Mais sinon ça va être juste infernal. Et quand vous commencez à avoir pas mal de cartes, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez vous prendre des decks à plusieurs niveaux. Donc par exemple, moi j'ai pas de jeu au bout, mais j'ai des jeux en casual, recentré, optimisé et compétitif. Je dois avoir... En fait, je peux choisir pratiquement un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 ou un 10. Mais ça fait 10 ans que je fais du Commander aussi. Donc j'ai eu le temps de monter des decks et d'essayer de les jauger un petit peu. Alors,
Maintenant, c'est quoi un petit peu la structure de ces decks là? Donc l'idée c'est que je vais passer, je vous ai fait un petit peu une grille de lecture des différences entre ces jeux là. Mais après en fait on va passer sur quelques exemples, vous pouvez voir en haut de l'écran, de decks en fait dans chaque catégorie. Et je vais avoir quelques cartes à vous montrer pour illustrer. Du coup, plus la note elle est basse, moins souvent c'est important en fait pour la personne de gagner. En fait souvent, plus vous descendez, plus la personne est là pour passer du bon temps, pour s'amuser, pour peut-être que c'est son après-midi de fun entre potes en fait. Et du coup, si la partie prend 2 heures, c'est pas grave, vu qu'on s'amuse, y a pas de souci. Alors que plus on monte, généralement, plus les gens ont envie de gagner en fait. Et ça peut être une autre manière de s'amuser, mais en tout cas, les parties vont avoir tendance à être beaucoup plus courtes parce que les joueurs essaient de gagner de plus en plus vite. Et c'est là où on va en arriver justement jusqu'au compétitif, où ça arrive les kills vraiment très très tôt. Ensuite, justement pareil, plus on descend, plus le thème et le fun sont importants en fait. Et il y a les gens qui vont s'amuser du coup à prendre un thème genre tribal éléphant comme on va le voir, comme sorcier, comme marqueur +1/+1, comme voilà, ils se choisissent vraiment des thèmes et ils font des decks autour. Alors que plus on monte dans le compétitif, moins il y a de thèmes en fait, c'est juste on a choisi avec quel combo est-ce qu'on voulait gagner. Et on utilise cette combinaison pour aller à la victoire. Il n'y a pas de thème, on joue juste toutes les meilleures cartes autour de cette combinaison de cartes en fait. Ensuite, par rapport au compromis en fait sur l'optimisation et sur le budget, en fait, plus on est compétitif, plus on veut être compétitif, être optimal et pouvoir jouer face aux decks les plus forts, plus on va être obligé en fait de mettre du budget, d'optimiser à fond, de faire toujours les meilleurs choix. C'est hyper courant dans les tables compétitives que ce soit un vrai sujet de est-ce qu'on autorise les proxys ou pas. Parce qu'en fait, les cartes peuvent vite coûter 300 €, 800 €. Donc à ce stade-là, en fait, les decks peuvent monter à 10 000 € si suivant comment est-ce qu'on les choisit. Et pouvoir se dire, je vais économiser 3 000 € et je vais imprimer 50 cartes. C'est un vrai choix qui est important pour arriver à jouer au format. Sinon, ça coûte tellement cher. C'est assez horrible, quoi. À l'inverse, en fait, plus on est dans une atmosphère détendue, en fait, moins on a de pression, plus on peut se permettre de faire des compromis et de se dire, ok, cette carte-là, elle est meilleure, voilà, même elle me fait pas, elle m'amuse pas, voilà, c'est pas mon trip, c'est pas mon fun. Et du coup, cette autre carte-là, qui, ok, voilà, elle traîne dans les classeurs à 50 centimes, les gens la regardent et crachent dessus, moi je vais la jouer. Et vous allez voir qu'elle va être marrante en fait, parce que on a un type de partie qui permet ça. Pareil, par rapport aux règles de gentleman en fait de l'EDH, qui sont pas casser les landes, etc. Souvent les jeux plus casus les respectent à 100%, et c'est quand on commence à monter dans le compétitif où les joueurs le respectent de moins en moins. Ils disent ouais mais en fait le but c'est de gagner. Donc oui, je vais jouer une menace puis te casser toutes tes landes et tu vas avoir l'air bête. Parce que c'est comme ça que je vais gagner en fait. Donc c'est là où c'est vraiment aussi des choix sur qu'est-ce que vous avez envie de vivre en fait en EDH. C'est-à-dire que il y a des gens pour lesquels en fait la politique et les cartes impressionnantes à 80 mana ça les fait pas rire. Et par contre ils ont envie d'avoir la pression du compétitif, de l'optimisation, et c'est leur fun. Et du coup ils vont plus jouer en optimisé compétitif. Et il y a des gens pour qui cette pression, à l'inverse, tue le fun. C'est parce que vous voulez trop gagner, je peux pas jouer les cartes qui me plaisent, je peux pas jouer les thèmes qui me plaisent, ça va trop vite, ça ferme complètement le spectre de ce que je peux jouer en m'amusant. Du coup, je vais m'écarter de cette table-là et aller plus dans les bouts casual recentrés. Ensuite, du coup, par rapport au plan de jeu, en fait, c'est là où aussi le compétitif, il sait ce qu'il veut faire, il a sa combo, son moyen d'y arriver, il est entièrement recentré sur un plan de jeu. Souvent, les préconstruits, ils ont plusieurs petits thèmes. Donc, par exemple, le préconstruit Inala, pas cette année mais l'année dernière, il avait un thème avec des sorciers avec des effets d'arrivée en jeu, un thème avec des sorciers avec des capacités à activer, et un thème avec des sorts. Donc il mélangeait un certain nombre de thèmes au sein du même deck, ce qui fait qu'il n'était pas recentré, que ça partait un peu dans tous les sens.
mec, ça donne, en fait, ça ouvrait plein de possibilités pour que ben, j'achète mon préconstruit, je teste, je m'amuse avec les différents thèmes, je me dis bah ah ce thème il me plaît vraiment et je vais monter maintenant mon deck avec ce nouveau thème. Donc ils ouvrent en fait vachement dans les préconstruits le royaume des possibles et ils laissent les joueurs en fait se recentrer ensuite sur ce qu'ils ont le plus aimé. Et c'est souvent en fait ce qu'on va voir dans les jeux un petit peu plus casus parce que l'idée, ça apporte aussi en fait énormément de variété de parties et de trucs différents. C'est je regarde ma main, je me fais ah tiens, j'ai un bout de ce thème là et un bout de ce thème là. Je vais commencer par celui-là et m'amuser et sortir un thème et ça va être rigolo. Et puis je vais passer sur l'autre et les gens ils vont faire oh mon dieu. Et ils vont pas s'attendre à ce qu'il y ait deux thèmes, puis les deux thèmes vont interagir l'un dans l'autre et je vais m'amuser quoi. C'est une manière de s'amuser. Du coup ensuite au niveau des cartes chères, souvent plus on va dans le casual, plus les parties durent longtemps en fait. Et du coup, je peux me permettre d'avoir un certain nombre de cartes qui valent cher, qui, voilà, je vais peut-être payer 7 pour faire mon effet, mais ça va avoir la classe en fait. Alors, plus on avance dans le recentrer, l'optimiser, ben moi je peux me permettre en fait d'en avoir des grosses cartes chères, parce que vraiment, ça va me ralentir énormément, ça va faire qu'en début de partie, je vais pas faire grand chose, et les parties s'accélèrent. Si je fais pas grand chose en début de partie, je vais peut-être me faire tuer par juste un joueur de Saskia par exemple. Saskia du coup c'est pour 4, une 3-4 célérité, vigilance. Quand elle arrive on choisit un joueur et à chaque fois qu'on colle des blessures à n'importe quel joueur on redirige aussi, on en refait en plus à ce joueur là. Ce qui permet de faire des grosses baffes, genre si je choisis un joueur et je l'attaque, potentiellement avec Saskia et quelques créatures je l'attaque à 10, je double, je passe à 20 et très vite je peux le tuer en fait. Et c'est pareil, il y a des gens qui s'amusent à jouer poison par exemple en EDH, et ben ça peut aller très vite, il faut que je puisse réagir en fait. Si j'ai que des cartes à 7 en main, je vais pas pouvoir réagir face au joueur de poison qui est en train de me tuer. Donc plus on arrive vers le compétitif, plus c'est important d'en avoir peu en main. Et du coup justement, autant en fait dans un jeu très casu, on va peut-être jouer Légion de clones. Voilà, pour 9, je choisis un joueur et je copie toutes les créatures qu'il a pour en avoir une version de mon côté. Donc bah, quand il y a des grosses tables impressionnantes, etc., waouh, ça fait un impact énorme, j'ai plein d'effets qui arrivent et c'est cool. Mais ça coûte 9 en fait, donc c'est beaucoup trop pour un jeu un petit peu plus recentré, optimisé. Du coup là peut-être qu'on va jouer rite de réplication, parce que rite de réplication on a le choix. On peut le jouer pour 4 et copier un truc et se défendre, faire un petit effet, ou on peut le kicker et le jouer pour 9 et mettre 5 exemplaires de copie d'une créature. Et bah, d'un coup 5 exemplaires d'un gros démon ou un gros ange ou un truc du genre, oh, je prends un gros impact sur la table immédiat. Alors qu'en EDH compétitif, on n'a rien qui coûte aussi cher, en fait ça coûte beaucoup trop cher. La seule carte qu'on joue qui coûte un petit peu cher, ça va être par exemple Ad Nauseam. Ad Nauseam parce qu'il y a tellement tout notre deck qui coûte peu cher que quand on joue Ad Nauseam, on paye 30 points de vie, on pioche 30 cartes en fait à peu près. Et en ayant pioché 30 cartes, bah on va avoir tous nos accélérateurs, nos cartes de combo, etc. Et on va gagner en fait en ayant pioché nos 30 cartes. Donc c'est vraiment des esprits très différents. Où plus on est casu, plus on va se permettre de jouer des cartes chères. Plus on commence à être recentré, plus il va falloir que peut-être ce soit un peu plus modulable, qu'on puisse avoir des cartes qui sont pas trop chères et qui peuvent être utilisées pour avoir quand même un gros impact sur la partie. Et plus on est compétitif, plus il faut vraiment faire des choix et ne garder que les meilleures cartes les moins chères. Par rapport au tour critique justement, en fait, en compétitif, il faut que tour 2-3 on soit prêt au combat. Voilà. Souvent en fait on se rend compte qu'on commence à basculer dans l'optimisation en fait quand genre on recompte les terrains, on fait waouh, on est tour 5, 6, mais il y a tellement de trucs qui se sont passés, qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? Et ça m'est arrivé récemment justement avec la ligue où on a recompté les terrains, on se fait mais on est que tour 6 là, il y avait des grosses créatures un petit peu partout, il y avait tout le monde qui avait fait des trucs un peu menaçants. Vraiment il s'était passé beaucoup de choses, on s'est dit waouh, d'habitude on est peut-être un peu plus dans le recentré avec on commence à menacer des joueurs vers le tour un peu plus 10, alors que là dès le tour 5 on se sentait menacé, on avait besoin d'essayer de mettre des trucs sur la table pour se protéger parce que vraiment c'était puissant ce qu'il y avait sur la table. Et en fait plus on va vers le casual en fait c'est pareil, plus on met du temps à se sentir menacé. On a vraiment tout le temps du monde pour poser des petits trucs qui font pas grand chose parce qu'on se sent pas vraiment menacé par ce qu'il y a sur table. Et il n'y a pas trop de risque de se faire tuer avant un petit bout de temps.
Hop. Donc, et pareil pour les choix de menaces, en fait, ça veut dire que plus on est vers la boue, plus on va jouer des trucs qui sont fun et impressionnants, où on les joue et il y a toute la table qui fait waouh. Et c'est agréable parce que vraiment on peut se permettre de jouer des thèmes marrants, des cartes marrantes, des trucs oubliés du fin fond de Magic, retrouvés dans un classeur que personne ne connaît, où ils doivent le lire, et ils se disent waouh, je connais pas, mais il me le faut. Et du coup, on se dit waouh, bah voilà, j'ai fait la recherche, et du coup, j'ai un peu la classe. Je fais des gros effets impressionnants qui vont retourner la table, qui créent des gros souvenirs en fait, gravés dans les mémoires de waouh, tu te souviens la partie où j'ai fait ça, il s'est passé ça, etc. C'est là où on va avoir des grosses, justement des gros rappels, genre quelqu'un qui fait Légion de clones et une autre personne qui fait Gather Specimen, qui dit si une créature devait arriver en jeu sous le contrôle d'un adversaire ce tour-ci, elle arrive en jeu sous votre contrôle à la place. Et genre, voilà, moi j'ai des souvenirs comme ça de. Je me dis waouh, c'est bon, je vais prendre tellement l'avantage que je vais gagner. Et là, le joueur de bleu dit Gather Specimen. Tous les clones que tu t'apprêtes à mettre chez toi, ils vont arriver chez moi à la place. Et là, c'est. Tout à coup, la partie est vraiment retournée, quoi. Donc voilà, c'est là où c'est complètement différent. Alors que par exemple, le choix des menaces en fait en recentré va être plus sur de l'efficace, du fun. Un espèce de compromis voilà entre c'est efficace, c'est fun, c'est impressionnant, c'est pas trop cher, essayer de trouver un entre-deux quoi. Compétitif, il n'y a pas d'histoire d'impressionnant ou quoi que ce soit, c'est une combo, basta. Et la combo elle doit pas coûter cher hein. Pour les accélérateurs du coup, en fait déjà plus on va vers le casual, moins c'est important parce que juste en posant nos terrains, on n'a pas une grande pression en face donc ça suffit en fait, on est là pour s'amuser donc c'est pas dramatique. Mais plus on avance en fait, plus c'est important d'arriver à tenir le rythme des autres joueurs. Et en fait ça a été étudié justement dans Command Zone, ils ont fait des stats sur énormément de parties et ils ont observé un truc qui est très logique en fait, qui est que plus on a accès à énormément de mana, plus on a une différence en fait entre le nombre de mana auquel on a accès chez nous et ce à quoi les adversaires ont accès, plus on est capable de creuser un écart entre eux et nous et de devenir le leader à la table en fait. Donc avoir beaucoup d'accélérateurs, beaucoup de pioches, ça permet d'assurer que on va petit à petit avoir la table la plus grosse et qu'on va réussir à conclure. Donc plus on avance, plus les accélérateurs sont importants, mais le choix des accélérateurs va changer en fait, parce que en plus casual, les parties durent très longtemps. Donc il faut prévoir des trucs de faire du 1 pour 1, c'est peut-être pas très intéressant. Peut-être vouloir récupérer 2 cartes en une. En recentré optimisé, on n'a plus le temps de payer 35 mana, donc on va commencer à payer moins cher, mais éviter de faire des compromis sur, par exemple, sacrifier des cartes ou se mettre en danger pour aller chercher nos accélérateurs. Donc typiquement, en recentré optimisé, c'est très intéressant d'avoir des cartes comme croissance luxuriante. En fait, voilà. En plus casual, je vais pouvoir prendre Portée du Kodama qui me donne un terrain de ma main, un en jeu. Ou alors Explore qui dit que je pioche une carte puis je peux jouer un terrain. Ou une Pierre de l'Esprit qui me file de mana maintenant mais plus tard je pourrais la sacrifier pour piocher. Donc si à un moment je m'épuise un petit peu, ça redeviendra une carte. En recentré optimisé, je dois payer moins cher, je dois arriver plus vite, faire mes couleurs, je veux plus tenter l'efficacité. Mais c'est là où il va y avoir en fait un gros débat sur les cachets notamment. Parce que imaginons, voilà, il s'est passé trop de trucs. Dans la partie, les gens se sont sentis menacés et du coup il y a quelqu'un qui a joué une vengeance sur Noir-Chroma. Il a détruit tous les artefacts, les créatures et les enchantements. Bon du coup si mon accélération était basée sur des artefacts comme les cachets, sur des créatures comme les Elfamana ou sur des enchantements comme étendue de l'utopie ou végétation luxuriante ou luxuriance etc. Maintenant je me suis fait avoir en fait. Et c'est le cas en fait de beaucoup de cartes en fait qui sont très jouées à ces niveaux-là, comme Fléau du Progrès, qui détruit tous les artefacts et les enchantements et qui devient plus gros pour chaque artefact et enchantement qu'il a cassé, ou une Pierre de l'Oubli, qui va du coup détruire tous les permanents non-terrain sur lesquels on n'a pas mis des marqueurs destin. Donc il y a pas mal de cartes qui sont très jouées en fait à ce niveau-là, qui vont péter tout ce qui sont pas des terrains. Donc il y a un gros débat dans la communauté sur l'avantage en fait de Vert qui peut juste mettre des terrains en jeu
et du coup pas risquer grand chose sur ce genre de sort là. Et ça va même plus loin parce qu'après du coup les gens font bah ouais mais si toi t'as le droit de casser mes cachets et mon accélération et du coup d'attaquer mes manas avec une vengeance son acroma, mais moi j'ai pas le droit de jouer Armageddon pour m'attaquer à tes manas, bah c'est pas juste. Et c'est pour ça qu'en fait plus on arrive vers le recentrer et l'optimiser, plus les règles de gentleman sont critiquées. Parce que elles créent des avantages des couleurs en fait. Elles créent des avantages des decks. Elles vont un petit peu elles vont attaquer la balance du jeu en fait. Et c'est d'autant plus le cas pour des généraux comme l'enfant d'Alara, qui coûte un mana chaque couleur, qui a une 6-6 piétinement. Et quand il meurt, on peut le mettre au cimetière, pas le renvoyer en zone de commandement, hein, le laisser aller au cimetière pour détruire tous les permanents de terrain. Et il ne peut pas être régénéré. Et du coup, c'est un jeu en fait où typiquement on va jouer le général. Si le board nous va pas, on va jouer en sort, genre tiens, je sacrifie mon général, je pioche 2 cartes. Et puis dès que la table est de nouveau menaçante, je vais jouer un sort de réanimation, je vais le renvoyer en jeu. Et du coup, je vais de nouveau menacer de tout casser. Et donc moi, je vais préparer mon jeu avec des terrains forts, avec des trucs en fait qui sont des trucs indestructibles, pourquoi pas. Enfin en tout cas, je vais préparer ma table en sachant que je vais tout le temps tout casser. Donc je vais faire tout ce qu'il faut pour ne pas être sensible à mon propre général. Et les adversaires ne vont pas forcément faire ça. Et du coup, ils vont dire bah c'est pas juste. Nous, on peut pas s'attaquer à tes terrains, etc. Et toi, tu nous casses absolument tous nos permanents à tous les tours. Et en compétitif, ça change encore parce qu'en fait, c'est tellement important d'aller vite. Comme je vous le dis, tour 2-3, faut être prêt à se battre. Donc la vitesse là est le plus important. Et du coup, on peut jouer des petites créatures en mana comme les elfes de la noire. Même si ils mourront sur une colère de dieu, ben, il faut tellement aller vite que ça va. On peut jouer un Mox de Chrome qui nous oblige à retirer une carte d'un artefact non terrain de notre main quand on le joue. Parce que, bah, encore une fois, ouais, ça nous coûte des cartes en main. Et si on est parti sur une partie très longue, ce serait vraiment pas intéressant. Mais là, la vitesse est tellement importante et fait tellement la différence entre la vie et la mort que bah, je vais le jouer, le Mox de Chrome en fait. Donc voilà, pour le choix des accélérateurs. Pour la gestion en fait. Alors, déjà, plus on est vers le casual, plus il y a un petit peu de tout qui nous arrive dans la tronche et c'est important d'être polyvalent. Alors que plus on arrive à le recentrer, optimiser, plus le pas cher devient important. Et il faut commencer à se dire, bah, je vais être moins polyvalent, mais je vais pas payer 35 pour mon sort de gestion. Et plus on arrive à le compétitif, plus ça doit être ciblé et hyper à bas coût. Et ouais, on fait des choix. Et en compétitif, du coup, les contres sont meilleurs. Parce que ils coûtent pas cher et du coup, ils gèrent tout un grand panel de situations. Quand au contraire, en fait, un truc qui gère une carte, par exemple une créature une fois qu'elle est en jeu, bon bah c'est un peu plus restreint quoi. Quoi qu'il arrive, par contre, c'est intéressant en fait dans tous les formats. Alors autant plus on arrive vers le casual, plus on se permet de jouer des trucs un peu plus chers, etc. Plus quand même, en fait, ça ne change rien en fait que il peut tout le temps vous arriver un truc avec un joueur qui vous a pris en grippe et là il vous menace et c'est pas votre tour et compagnie. Et si votre gestion est éphémère et pas chère, vous aurez peut-être encore un petit peu de mana de côté pour gérer ce qui vous arrive dans la tronche. Si votre gestion coûte 35 ou est en rituel, bah en fait c'est fini, voilà, il vous a pris en grippe, il vous attaque et vous avez rien pour réagir en fait en éphémère. Donc quelle que soit en fait la situation, enfin voilà, avoir un truc qui est pas cher et éphémère, ça reste toujours super cool. Là où on voit des différences au niveau gestion, c'est que souvent en fait, plus on va vers le casual, plus il y a une espèce de règle tacite qui est, ben chaque joueur joue des cartes pour faire n'importe quoi de leur côté et pas empêcher les autres de faire n'importe quoi. Et du coup, tout le monde fait n'importe quoi de côte à côte et ça fait des grosses tables impressionnantes. Et à la fin, les tas de n'importe quoi se tapent sur la tronche et c'est impressionnant. A l'inverse, plus on arrive vers du compétitif, plus les joueurs vont jouer un grand nombre de gestions jusqu'au deck compétitif où il y a 20 sorts de gestion par deck, donc 1/5 du deck. Ce qui veut dire que sur une table de 4, vous avez 80 sorts de gestion qui se répartissent entre les joueurs. Donc il y a beaucoup de trucs qui vont être gérés. Parce qu'il faut pouvoir protéger son propre avancement et empêcher les autres de gagner avant soi. Et ça va tellement vite qu'il faut justement énormément de choix de gestion à disposition.
Donc là encore, c'est des trucs un petit peu différents. Et au niveau des sorts de gestion en masse, alors ça c'est bien à tous les niveaux, mais autant quand on a du coup qu'on est plus sur du casual, on va vouloir des effets bonus. Je vais pas faire que raser le board, je vais vouloir des trucs en plus. Autant plus on va être compétitif, plus on va encore une fois être prêt à faire des compromis, quitte à payer un coût pour que ce soit pas cher, éphémère, que ce soit vraiment aller à l'efficacité. Donc à quoi ça ressemble? Par exemple, du coup, un deck plus casual va jouer un charme de Bant, où ça lui coûte un petit peu plus cher, mais il a le choix entre gérer un artefact, mettre une créature en dessous du deck, contrecarrer un sort d'éphémère, donc il a pas mal de choix différents. Alors qu'un deck compétitif va peut-être jouer Pongidification. Pongidification qui est très bien en EDH de manière générale, parce que pour un mana, vous détruisez une créature et vous lui filez un singe 3-3 à la place. Et un singe 3-3, c'est pas très menaçant. Par contre, il y a un bon gros paquet de cartes comme des Vorinclex, etc., qui eux sont très menaçants. Donc avoir un petit éphémère comme ça qui fait la gestion, c'est toujours intéressant. Mais voilà, souvent, plus en casu, on se permet de payer plus cher. Ensuite, c'est pareil, en casu, on va jouer Fumigation, parce que peut-être que quand on va tuer les créatures, on va en tuer 20. Donc Fumigation, gagner 1 point de vie par créature qu'on a détruit, ça nous fait 20 points de vie en plus, ça fait du bien. Pareil pour des crêtes de souffrance. Je détruis toutes les créatures, je pioche une carte par créature. Bon avec 20 cartes en plus, je vais trouver des moyens de moi revenir, faire des trucs un petit peu stupides, etc. A l'inverse, en compétitif, on va jouer des cartes comme Toxic Deluge ou Fire Covenant qui nous font payer des points de vie. Toxic Deluge, c'est je paye X points de vie et je file moins X à toutes les créatures. Fire Covenant, je paye X points de vie et ça devient des blessures que je répartis sur les créatures. Donc ça monte très vite en coût en points de vie, mais ça coûte pas cher. Et le Fire Covenant est même éphémère, c'est-à-dire que voilà, je peux dire je gère rien parce que pour l'instant il y a personne qui me vise. Et puis à un moment il y a un mec qui menace de partir en combo et je fais tiens en éphémère je paye 10 et je rage le board. Parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de créatures en compétitif. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'en jouer 35. Du coup voilà c'est ça. Au niveau de la base de mana, alors déjà plus on arrive vers le casu, plus on peut se permettre d'avoir une mauvaise base de mana parce que on a plus de temps pour arriver à revenir de ça, et puis on peut se permettre du coup d'avoir des landes qui arrivent en jeu engagé. La rapidité est vraiment pas le truc le plus important, du coup voilà, plein de tape landes c'est pas grave. A l'inverse, quand on commence à monter vers le recentré et l'optimiser, il va falloir commencer à ce qu'elle soit bien conçue, à ce qu'elle sorte correctement, parce que justement il y a toujours cette question de pression. Les autres nous mettent une pression qui est supérieure, donc il faut qu'on arrive à trouver nos terrains et nos couleurs plus rapidement. Donc faut au moins que, même s'il y a beaucoup de tape land, faut au moins qu'elle soit bien conçue. Et plus vous arrivez vers l'optimiser, plus il faut qu'elle soit aussi rapide. Donc c'est là où autant en casual on pouvait se permettre de jouer un land qui se contente d'arriver en jeu engagé, mais qui du coup me coûte 10 centimes au magasin, ou même que voilà, des gens qui filent des portes de Ravnica, il y en a plein. Donc ça coûte pas cher de faire une base de mana. Autant plus on va avancer, plus il va peut-être me falloir les Shocklands de Ravnica, les Painlands des éditions de base, les Filtrelands, les Fetch. Et quand j'arrive en compétitif, il n'y a pas le choix en fait. Il faut jouer une mana base optimale, parce que chaque mana qui arrive en jeu engagé, chaque tour de retard sur mes couleurs en fait peut me faire perdre la partie. Au niveau courbe de mana, c'est pareil, plus on est vers le casu, plus c'est pas dramatique si notre jeu sort un petit peu à l'envers parce que les coups de mana sont pas très bien pensés. Du moment qu'on peut se permettre de jouer des cartes fun, etc., à la limite c'est plus intéressant. Alors que, puis surtout en fait, si on joue une partie très longue, les premiers tours où notre jeu sert un petit peu à l'envers, c'est pas beaucoup de tours. Alors que les 20 tours d'après où j'ai mes manas, et du coup mes cartes un petit peu fun et impressionnantes, je les pioche et je les joue à la chaîne. Là c'est assez grisant. Donc c'est là où on se rend compte en fait qu'en casu c'est pas dramatique si la courbe de mana est très haute, parce qu'il y a peu de pression et que souvent du coup les joueurs veulent vraiment plus le fun des cartes qu'ils préfèrent. Alors plus on arrive vers le recentrer, l'optimiser, plus c'est important d'avoir prévu ok j'ai combien de cartes à jouer au tour 2, au tour 3, au tour 4, au tour 5. Est-ce que j'ai des cartes qui sont modulables, qui sont aussi intéressantes, comme le rite de réplication, qui seraient intéressantes en fin de partie mais en début de partie aussi. Est-ce que j'ai des cartes éventuellement avec des avantages incrémentaux en fait, ou qui me permettent de payer pour avoir des avantages petit à petit. Donc je pense par exemple à Chantier de Miroir que j'ai juste à côté de moi.
Voilà, il va falloir lui mettre une précision, le pauvre. Voilà, chantier de miroir, je le joue pour 5. Et ensuite, à chaque fois que je vais jouer un autre artefact non jeton, je vais pouvoir payer 2 pour en mettre une copie. Donc, je peux le jouer rapidement. Puis petit à petit, en fait, au fur et à mesure des tours, je vais pouvoir me dire, tiens, j'ai 2 mana qui traînent, je vais pouvoir jouer ça et le copier, etc. Donc voilà, c'est là où on va se retrouver à essayer de penser un petit peu mieux la répartition des manas et où arriver en compétitif, bah encore une fois il n'y a pas le choix en fait. C'est des jeux qui ont ils peuvent en fait vite avoir 20 tours 1, 30 tours 2, 10 tours 3 et en fait tout coûte peu cher parce que ça va tellement vite encore une fois. Et on arrive vers un petit peu les dernières conclusions de ce tableau-là, qui sont que plus on est vers le casu, moins on peut se permettre d'optimiser, et à la limite on prend plutôt en compte le long terme et le card advantage, en fait le fait d'avoir continuellement des cartes en main du début à la fin de la partie, plutôt que le quality advantage de avoir les bonnes cartes ou s'accélérer ou de voir le tempo, etc. On part beaucoup plus sur on va jouer une longue partie, donc je vais essayer de faire en sorte que j'ai des cartes pendant très longtemps. Alors plus on avance, plus la rapidité et la qualité des cartes devient importante, jusqu'au compétitif où on veut que les meilleures cartes de Magic et le plus vite possible. Voilà, donc ça c'était pour un petit peu cette présentation des 5 grandes catégories. Maintenant, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à, par exemple, un bout typiquement, c'est l'article de MTG Goldfish sur le commander budget Tribal Elephant à 80€, enfin $80. Où du coup, le principe en fait, c'est de jouer Selvala avec des gros éléphants, et Selvala va aider à faire plein de mana en fait, même si elle file des bonus à tout le monde, c'est pas dramatique, parce que ça me permet de jouer mes gros éléphants, et du coup je joue plein de vieux éléphants de Magic. Et j'arrive à la table et les mecs me disent tu joues quoi? Là je fais Tribal Elephant. Ah, mais personne n'a jamais vu ça en fait. Vous serez le seul à votre table. Et ça a un côté du coup fun de voir les gens disent attends, t'es sérieux? Bah ouais, je joue 30 éléphants dans mon jeu et des trucs pour les booster. Et voilà, toutes les cartes qui ont des éléphants dessus, voilà, des embuscades d'éléphants, etc. Et vous enchaînez les éléphants sur table et c'est drôle en fait. Voilà. Ensuite, un jeu casual, ça va être par exemple le jeu justement Inala du préconstruit 2017 pardon, où du coup il y avait à la fois Kess qui permettait de rejouer des sorts d'éphémères rituels, du coup un thème éphémère rituel, mais à la fois Inala, donc pas cliquer dessus dommage, mais Inala qui permettait de copier des sorciers quand ils arrivent en jeu et du coup de faire leur effet d'arrivée en jeu, donc des sorciers avec des effets d'arrivée en jeu ou éventuellement d'engagement parce qu'elle leur file à la célérité. Donc je pense par exemple à Mages of the Mind où je pouvais le jouer, je paye 1 pour en mettre une copie, puis je paye 1 pour sacrifier la copie et activer son effet de Mind Over Matter. Non, c'était pas ça. Enfin, mon Man Desire, pardon. Qui me permet de rejouer des cartes du dessus de mon deck en fonction du nombre de sorts que j'ai déjà joué ce tour-ci. Voilà, mais j'avais aussi Merzil qui lui se basait sur les capacités d'engagement des créatures et des artefacts, et qui les exile avec des marqueurs cage. Donc il y avait plein de mini-thèmes en fait, voilà, avec des cartes totalement différentes, qui vont pas atteindre les mêmes buts. Et il y avait potentiellement d'autres généraux qu'on pouvait, du coup, sur lesquels on pouvait essayer de faire des trucs. Genre, tiens, j'ai Niv Mizzet, donc maintenant je colle des dégâts quand je pioche des cartes. Donc peut-être que je vais essayer de trouver Azami et Arcanis qui vont s'engager pour piocher des cartes. Donc il y avait des thèmes qui arrivaient dans tous les sens avec les différents trucs qu'on peut retrouver chez les sorciers. Et du coup, c'est une très bonne ouverture en fait à ce qu'on peut faire avec des sorciers dans les couleurs de Grixis. Et c'est probablement pour ça en fait que Wizards a choisi ça, parce que du coup on achète le préconstruit et on a cette possibilité d'avoir un avant-goût de plein de trucs différents, et ensuite de choisir, bon moi ce sur quoi je veux partir, c'est plutôt ce thème là, ou peut-être que je vais faire 2 decks, un d'abord puis ensuite un deuxième, voilà. Et un jeu un petit peu plus du coup recentré, ça va être, je pense, le Shadowborn Apostle qui est apparu en Game Night en fait, donc qui est disponible. Vous pouvez regarder la vidéo en anglais sur YouTube, qui a été joué par Josh Lee Kwai, qui est un jeu Atreus en fait.
Et alors là, il joue pas, en fait, il joue pas tous les meilleurs tuteurs du jeu, il joue pas, pratiquement pas de gestion. Il y a quand même 28 cartes de son jeu qui sont des Shadowburn Apostle, en fait, qui sont une carte, on peut en avoir autant qu'on veut dans notre deck, c'est une 1 pour 1, mais si on paye 1 et on en sacrifie 6, on va chercher un démon de notre deck et on le met en jeu. Et du coup, il y a tout un thème sur, je vais essayer d'en avoir plein et d'aller chercher mes gros démons. Et en fait, avec Atreos, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'une de nos créatures meurt, on choisit un joueur et on lui demande, bon est-ce que tu payes 3 points de vie ou est-ce que tu me la remets dans ma main? Voilà, parce que c'est le joueur ciblé. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec Atreos, c'est qu'on choisit un joueur comme Souffre-Douleur, un joueur qui a des points de vie très bas, un joueur qui peut pas se permettre de payer des points de vie. Et on lui dit, tiens, est-ce que tu veux me rendre mon Shadowburn Apostle dans ma main, ou est-ce que tu veux payer 3 points de vie? Et plus la partie avance, moins il peut se permettre de payer 3 points de vie, surtout que vous avez des cartes pour ramener vos Abossol. Je pense par exemple à Servitude Immortelle, où je paye 3 hybrides blanc-noir et 1, et je renvoie toutes les créatures qui coûtent 1 depuis mon cimetière dans mon champ de bataille. Donc je sais pas, il y en a peut-être 10 maintenant des Shadowburn Apostle qui sont dans mon cimetière, après je ramène les 10. Si il meurt, je peux dire à un mec, est-ce que tu veux payer 10 fois 3, donc 30 points de vie pour m'empêcher de les récupérer, ou est-ce que tu me les rends? Et en fait, c'est de la prise d'otage, hein. C'est-à-dire que plus la partie avance, plus il est pris en otage et il est obligé de vous rendre vos apostles, donc de vous permettre d'aller chercher d'autres démons. Et ensuite, on joue des cartes comme Edgewalker qui dit les clercs coûtent un blanc, un noir de moins à jouer. Tous mes Shadowburn Apostles sont des clercs, donc je vais jouer mes clercs gratuitement. Puis ils vont mourir, ils vont activer Marché Noir, ils vont activer Dicta d'Erebos, donc Marché Noir qui va nous filer du mana noir en fait. Dicta d'Erebos qui va tuer des créatures adverses. On va avoir le Bontu's Monument où à chaque fois qu'on va en jouer un, on va voler un point de vie. Enfin, chaque joueur va perdre un point de vie, on va gagner un point de vie. Donc c'est pas exactement du drain, mais c'est pas loin. On va pouvoir le sacrifier sur l'hôtel Phyrexian pour faire du mana. On va pouvoir en jouer un sur une Storming Stone pour tous les trouver et les mettre en jeu. On va pouvoir les sacrifier pour aller chercher Razaket qui va nous permettre de tutoriser nos différentes cartes importantes. Et à ce stade là en fait on peut se retrouver avec une boucle de un joueur qui peut pas payer 3 points de vie par exemple, Hôtel Phyrexian et Blood Artist. Et du coup tiens, je sacrifie mon Apostle, je fais un mana noir, je draine un point de vie à un joueur. Puis maintenant je demande au joueur, ok, est-ce que tu veux bien payer 3 ou est-ce que tu payes 3 pour qu'il aille au cimetière ou est-ce que tu me le rends? Ah, tu me le rends? Bon je recommence et je tue toute la table. Donc c'est un jeu un petit peu combo qui est recentré sur les Shadowburn Apostle, mais autant il est recentré, autant il n'est pas optimisé. Vous pouvez voir que la base de mana, il n'y a pas les fetch, il y a un reliquaire impie, le reste c'est du coup Basilic d'Ordov. C'est des taplandes classiques, donc sa base de mana coûte pas très cher. C'est pas un deck gros budget, il joue pas la totalité des meilleurs tutors, il joue pas Précepteur Vampirique, il joue pas Imperial Seal, donc il est plus sur un petit jeu combo très recentré sur sa synergie avec les démons, sans trop de gestion. En fait il essaie de faire des bêtises de son côté. Et en fait, les adversaires vont voir s'ils arrivent à le gérer, mais il est sensible à du coup tout ce qui est retrait du cimetière, tout ce qui est gain de points de vie éventuellement. Enfin voilà, il peut avoir un certain nombre de faiblesses qui font qu'il n'arrivera pas à ses fins. Donc c'est pour ça que c'est un jeu recentré. Je pense qu'il n'est pas encore dans Optimisé. Dans Optimisé, je pense à ce jeu Yidris. Qui commence à avoir, en fait on peut voir, il commence à avoir des bilans, il commence à y avoir des fetch, mais ils y sont pas tous, il y a encore beaucoup de terrain de base. Ensuite il joue un certain nombre d'accélérateurs à pas cher, et on peut voir, tiens, il y a un Sol Ring, Mana Vault, Mox Diamond, Lotus Petal, mais il n'y a pas Grim Monolith. Il a mis des cachets, donc il est pas encore en train de jouer toutes les meilleures, il joue des trucs un peu moins chers comme Wildgross, Utopia Sprawl. Puis il joue des enchantements de créatures, il joue des cartes à 6 qui font rien quand elles arrivent, où il faut jouer plus de cartes derrière. Donc il joue encore plein enfin il joue pas encore toutes les cartes les plus optimales, mais il en joue pas mal. Il joue plein de cartes un petit peu... En fait c'est un mélange qui est un petit peu étrange de cartes moins fortes et de cartes plus fortes. Donc il y a un vrai mélange.
Et il essaye en fait avec son général d'attaquer, que tous ses sorts chopent la cascade jusqu'à la fin du tour, et qu'il puisse commencer à essayer de partir en combo en Storm en fait. Donc c'est avec des Mystics Mastery, avec des Yawgmoth's Will, avec des cartes en fait qu'on peut voir dans Storm en fait en moderne ou ce genre de cartes là en fait. Hop, plein de petits accélérateurs. Dark Ritual, Calling the Weak, etc. De faire du mana, jouer beaucoup de sorts, hop 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 hop, les copier, les machins, etc. Et de fil en aiguille, arriver à jouer un gros sort de Storm. Donc là, faut trouver son kill. Voilà, il y a... Enfin, déjà, il doit pouvoir faire le mana infini avec le Guildmage de Nidix qui copie un truc qui fait du mana. Il a l'Etherflux Réservoir qui lui permet en fait à chaque fois qu'il joue un sort de gagner autant de points de vie que le nombre de sorts qu'il a joué et ensuite de payer des coûts de 50 points de vie pour que les 50 à des joueurs. Donc en fait quand il commence à jouer trop de sorts, il a énormément de points de vie et il tue toute la table, etc. Donc ça commence à être vénère en fait, c'est-à-dire qu'il joue des accélérateurs pas chers, on en parlait, des Alpha Mana, il joue des cartes qui valent cher, je pense à Imperial Seal ou Badland par exemple. Mais il joue aussi des cartes un peu moins chères, un peu plus lourdes. Il joue des cartes chères qui sont pas du tout compétitives en fait. Donc c'est un jeu qui a encore le cul entre deux chaises et qui aurait pas encore le niveau pour le compétitif. Par contre, clairement il est optimisé quoi. Il arrive à une table, il doit être relativement violent, il doit pas mettre trop de temps à tuer. Et un jeu vraiment compétitif, moi le jeu que j'avais ramené à ma ligue, c'était General Tazri Food Chain. Alors comment est-ce que ça marche? C'est que j'essaie de trouver chaîne alimentaire, qui est un enchantement que je vais mettre en jeu, qui me permet de retirer des créatures de la partie pour faire autant de mana que leur coût converti de mana plus 1. Je le joue en fait avec des cartes comme Squee l'Immortel, qui peuvent se jouer depuis l'exil. Donc en fait je vais pouvoir dire, j'exile Squee, j'ai 4 mana. Je paye pour le rejouer depuis l'exil, je les réexile. Donc j'ai gagné encore un mana, je suis passé à 5 mana, etc. Donc je fais mana infini. Et une fois que j'ai mana infini, je joue mon général Tazri. Quand il arrive en jeu, je vais chercher un allié. Donc je vais chercher par exemple le Diaboliste de l'Agra, qui dit qu'à chaque fois qu'un allié arrive en jeu, je peux choisir un joueur et je lui vole un point de vie. Et je lui colle autant que le nombre d'alliés que je contrôle. Mais en fait du coup ce que je vais faire, c'est qu'à l'infini, je vais retirer mon général de la partie, il va en command zone, je le joue. Du coup, quand il arrive en jeu, il active en fait, bon là il y en a d'autres, mais voilà, il active mon Diaboliste, et du coup je vais recoller des dégâts à un joueur. Et je vais faire ça à l'infini, du coup je vais coller des dégâts infinis à tous les joueurs. Et là où en fait c'est hyper rapide, c'est que, imaginons par exemple, je fais un Tainted Pact, qui est ici. Tainted Pact, en fait je retire des cartes du dessus de mon deck, jusqu'à soit m'arrêter de retirer des cartes, soit retirer 2 cartes identiques. Comme vous pouvez le voir, la totalité des cartes sont différentes. Il n'y a même pas 2 terrains identiques. Du coup, je retire des cartes jusqu'à trouver chaîne alimentaire et à retirer de la partie un Squee par exemple. Et du coup, j'ai déjà mon Squee dans mon exil prêt à jouer. J'ai déjà ma Food Chain en main. J'ai ma combo. Donc un seul sort de tutor m'a permis d'assembler la totalité de ma combo. Ça marche aussi avec Demonic Consultation, c'est à peu près la même chose. J'ai tous les meilleurs tuteurs du format, donc avec justement Demonic Tutor, etc. Mais j'ai aussi des petits trucs tout bêtes comme Extraction, où je choisis une carte de mon deck et je la retire de la partie. Donc directement une des cartes qui se joue depuis l'exil, je vais le faire. Et ça marche aussi avec Foresight, ça marche aussi avec Manipulate Fate. Donc en fait j'ai énormément de tuteurs disponibles qui vont assembler facilement les morceaux de ma combo. Et du coup, dans les 2 premiers tours, je mets les différents morceaux de ma combo aux bons endroits. Et ensuite, je joue Food Chain et je vais retirer mes elfes que j'ai joué au début pour m'accélérer. Pour faire le mana, pour commencer à avoir le mana pour jouer mon Squee par exemple. Puis je fais mana infini, puis je vais partir en combo. Et je joue 20 sorts de disruption en fait. Donc je joue Abrupt Decay, je joue à Sin's Trophy, Chaîne de Vapeur, Delay, Dispel. Je joue énormément de sorts différents pour attaquer, pour empêcher en fait que mes adversaires m'interrompent. Du coup c'est un jeu qui est optimisé, qui est fait pour gagner dans les 3 premiers tours. Potentiellement ça peut mettre plus de temps, et par contre je me contente pas
de pouvoir faire un kill irrégulier tour 3. Je fais un kill régulier tour 3 avec de la protection. Donc derrière, j'ai souvent un contre en fait de disponible pour si un des joueurs serait déjà prêt à m'empêcher de gagner, que je puisse dire bah si, je vais gagner quand même. Et en fait, c'est ça qui fait que le jeu est aussi violent, et c'est pour ça que le multijoueur compétitif est vraiment dans une ligue différente. Donc voilà, j'espère qu'avec tout ça, c'est super clair. L'idée est vraiment que vous puissiez en fait arriver et voir avec vos potes, ok, bah moi mon deck il est peut-être un peu plus genre 6, voilà. Il est recentré, il est bien recentré, il n'est pas encore optimisé, mais voilà, il faut pas forcément grand chose pour qu'il commence à rentrer dans l'optimisé. Ou à l'inverse, vous dites, ben moi j'ai pris un préconstruit, et je l'ai un petit peu amélioré, mais il est plus 4-5 en fait, il est encore dans le casual recentré quand je suis encore en train de l'améliorer. Ce qui vous permet de communiquer. Et à partir du moment où vous pouvez communiquer, vous pouvez faire en sorte que chaque joueur amène des decks qui vont à peu près ensemble et que vous ayez des parties qui marchent bien. Et vous pouvez même en fait vous dire, ben moi j'ai un deck qui est à 3, j'ai un deck qui est à 5, et du coup, quand je joue mon 3, les autres joueurs jouent aussi leur 3, quand je joue mon 5, les autres joueurs jouent aussi un 5, et du coup vous pouvez avoir des decks de puissances différentes, tout en ayant des parties de qualité en fait, tout en ayant tout le monde qui est content et qui s'amuse. Et c'est vraiment ça en fait la beauté de ce système là, c'est qu'à un certain stade, vous pouvez jouer ce que vous voulez et vous amuser. Et c'est vraiment le but de cette opération là, c'est de vous permettre de bien savoir à quoi s'attendre dans les différents cas, de bien savoir éventuellement le type de cartes qui sont les meilleures dans chacun des cas, et de construire votre deck en fonction. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous être utile. N'hésitez pas si vous avez des retours par rapport à ça. Et l'idée c'est que dans les prochaines vidéos en fait sur le Commander, sur les différentes cartes, les meilleures, etc. Je vais revenir en fait à cette explication là qui permet en fait vraiment que vous ayez une bonne vision de à quoi ressemblent les différents niveaux du format. Voilà, donc sur ce, merci à tous et à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les forums, etc. Ciao.